Donc, merci à tous ceux qui sont venus nous rejoindre à nouveau. On va pouvoir démarrer la session. Et donc, entamer la session 3, la troisième table ronde. Alors, évidemment, passer en seconde partie de journée comporte des avantages et des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut renoncer à tout ce qu'on avait préparé les jours précédents et bien lissé pour pouvoir dire, parce que tout ça a été dit et mieux dit tellement brillamment pendant la première partie de la session. Donc, c'est très bien, ça va simplifier. Et ce qu'il faut savoir faire, évidemment, c'est s'en féliciter et avoir la présence d'esprit de tout de suite embrayer en espérant que vous avez, vous aussi, tout présent à l'esprit, tout ce qui a été dit. Ce qu'on va dire là, cet après-midi, où il y a des expériences qui éclairent tous les aspects qu'on a discutés ce matin, est tout à fait en relation avec les différentes interventions. Alors, dans cette session, nous allons illustrer donc les débats précédents et se demander ce que ça veut dire concrètement, tous ces grands principes-là sur lesquels tout le monde est d'accord, en gros, on va dire, tout le monde est bien d'accord, il faut communiquer, les institutions communiquent, elles se félicitent que leurs chercheurs soient sous les spots, elles offrent des médias training, elles donnent des contacts aux médias qui cherchent des chercheurs, donc les institutions sont très contentes que les chercheurs soient mieux mis en avant, mieux connus, intéressent les médias, puissent exposer ce qu'ils ont fait. Mais bien sûr, elles s'inquiètent aussi des controverses, des remises en cause scientifiques, politiques, sociétales, dans lesquelles ils peuvent être amenés à s'engager, et d'ailleurs dans lesquelles ils peuvent se faire piéger, car de fait, on invite aussi des chercheurs avec l'idée que s'ils font un peu de buzz, qui dérapent, c'est pas mal non plus. Donc les institutions, à juste titre, parce qu'elles ont une longue expérience des médias et de la communication, sont un petit peu ambivalente quant au fait de pousser les chercheurs à s'exposer face aux médias. Ceci dit, elles en ont besoin, elles en ont de plus en plus besoin, mais l'idée, c'est d'avoir des guides, des cadres, de leur prodiguer les bons conseils, outre les médias training, sur jusqu'où peuvent-ils aller trop loin. Et là se pose la question de quel est leur rôle à elles. Elles, c'est les institutions. Comment se positionnent-elles? Que sont-elles légitimes à avoir comme intervention vis-à-vis des chercheurs? Alors, par chercheurs, j'entends chercheurs et enseignants-chercheurs, comme on dit en France. J'inclus absolument les universitaires, les académiques de tout poil. Et par institution, j'entends bien les universités et les organismes de recherche. Donc, comment les établissements, dans leur diversité, abordent-ils ces situations? Sur quelle base légale, réglementaire, historique peuvent-ils se positionner pour définir leurs actions? À l'ère du tout open, quels arbitrages peuvent-ils faire entre le soutien au libre débat scientifique, qu'ils encouragent évidemment, et la crainte d'atteinte de l'image de l'institution? Quelle responsabilité, en tant qu'institution, pense-t-elle avoir dans la qualité du débat public, la démocratisation des connaissances nouvelles, le niveau d'information des citoyens et le sentiment que tout le monde veut donner, en quelque sorte pour rétablir la confiance, et c'est là le petit piège, on veut rétablir la confiance en étant transparent. Et bien sûr, être transparent, c'est très compliqué et ça nécessite une communication très efficace parce que ça peut vite devenir un peu un piège. Les scientifiques, les chercheurs, de leur côté, ont pris conscience des attentes, voire des déceptions ou des doutes du public à l'égard de ce qu'ils font, éventuellement à l'égard de ce que fait leur institution. Ils ont eux-mêmes une opinion sur la façon dont leur institution communique. Et donc, va s'instaurer une forme de dialogue implicite entre la communication publique de l'institution et celle des chercheurs, avec beaucoup, pour l'instant, d'incertitudes de part et d'autre, parce que tout ça est nouveau, parce que le contexte médiatique est nouveau. Tout ce qui a été dit ce matin montre à quel point ces sujets qui sont en quelque sorte classiques
sont à nouveau maintenant à redéfinir, rediscuter et reconsidérer. Donc les chercheurs, ils ont pris conscience des attentes et puis dans le fond, on les invite, leur institution a donné leur nom. Ils ont choisi ce métier pour partager ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient savoir, pardon. Et de plus en plus, ils souhaitent expliquer, s'expliquer, dire comme c'est compliqué ou aussi comme c'est simple. Enfin, ils ont eux aussi envie de communiquer de manière la plus directe possible et la plus ouverte. Donc, on a des partenaires, l'institution et les chercheurs, qui sont tout à fait partants pour être ouverts, pour communiquer, pour participer au dialogue avec la société, pour s'emparer de tous les médias, mais qui sont quand même avec beaucoup de précautions à prendre et des apprentissages à faire. Donc, la session que nous allons avoir, c'est une session sur des apprentissages, soit qu'il s'agisse de réflexion, soit qu'il s'agisse d'expérience. Et ça va permettre d'illustrer ce qu'on a vu ce matin et dit ce matin. Alors, il y a eu beaucoup de choses précises citées, mais néanmoins, on va là être sur un retour d'expériences un peu plus fouillées. On communique, tout le monde est content, tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que l'institution attend de ses chercheurs? Qu'est-ce que les chercheurs attendent aussi de l'institution? Quel cadrage? Quel confort? Où est la zone de confort? Où est la zone d'efficacité? Enfin, toutes ces questions se posent. Donc, on a 3 intervenants pour la session. Je vais les présenter l'un après l'autre parce qu'ensuite on fera la séquence des interventions de 15 à 20 minutes et je les remercie par avance de s'autoréguler, comme on peut l'espérer d'académique, parce que c'est quelque chose où on ne peut pas toujours me faire confiance, mais bon, je vais essayer de surveiller l'heure. Donc, on va avoir tout d'abord Augustin Franière, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lausanne, directeur adjoint du Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne, docteur en philosophie politique et en sciences de l'environnement. Donc, il a mené des recherches sur les enjeux éthiques et politiques des problèmes environnementaux globaux en sciences en France et aux États-Unis. Là encore, la dimension comparative est intéressante pour enrichir la réflexion. Et depuis 2 ans, il coordonne les réflexions d'un groupe de travail sur l'engagement et le militantisme dans la recherche. Et il vient de remettre un rapport à la direction de l'Université de Lausanne, dont le titre est « Qu'est-ce qu'une université engagée? Retour sur les réflexions menées à l'Université de Lausanne ». Donc, c'est de ce rapport et de ce travail dont il va nous parler. Et c'est un rapport qui interroge ce qu'est l'engagement pour une université. Là, on est donc du point de vue de l'institution, ce qu'il en est pour ses chercheurs, les attentes réciproques et les difficultés ou les opportunités pour s'articuler. Ensuite, Denis Gutleben, qui est docteur en histoire de l'Université de Paris, attaché scientifique au comité pour l'histoire du CNRS et rédacteur en chef de la revue Histoire de la recherche contemporaine, va intervenir pour une intervention, mais peut-être y avait-il dans le titre des interventions, non, peut-être pas grave. L'articulation des paroles dans l'histoire du CNRS et avant, donc la dimension historique et aussi la dimension des expériences les plus récentes quand on est en lien avec les médias dans des circonstances qu'on appellera chaudes par rapport à la crise du Covid. Ensuite, en visioconférence, car voilà, à nouveau, la Covid s'est invitée dans notre session parce qu'il est positif. Donc, Tam Mignot interviendra en visioconférence, il n'est pas parmi nous. Il est directeur d'un laboratoire CNRS Aix-Marseille Université en chimie bactérienne. Et il s'est engagé spontanément, dès le début de la crise, avec quelques collègues, dans une initiative de médiation scientifique qui a été assez relayée et qui a eu pas mal de succès, au moins dans une certaine sphère, il va nous en parler. Et dans son intervention, la réponse de l'institution à l'initiative Diffusion la science, pas le virus, c'était le nom de cette chaîne de médiation. Entre soutien et hésitation, il va justement partager avec nous à la fois l'évidence pour les chercheurs de s'exprimer vite, largement, sans filtre,
et aussi l'apprentissage pour que la web-série qu'ils ont commencé spontanément donc à produire soit reprise, soutenue par le CNRS et entamer le dialogue avec l'institution. Et c'était de part et d'autre un apprentissage dont il va nous raconter les différentes étapes. Je pense que je vais laisser la parole, parce que ce n'est pas la peine de prendre plus de temps, je vais laisser la parole à nos orateurs, et donc à Augustin Franière, qui veut peut-être, je ne sais pas d'où, voilà, tu veux intervenir, qui veut peut-être intervenir. Voilà, merci. J'ai une présentation normalement PowerPoint, je ne sais pas comment la passer à l'écran. Donc, effectivement, donc merci déjà à l'Office pour l'invitation. Je suis effectivement là pour vous faire part un peu d'un retour d'expérience sur les réflexions qui ont été menées à l'Université de Lausanne, et qui ont débouché sur un rapport qui vient d'être rendu à la direction. Le titre « Qu'est-ce qu'une université engagée ?» juste pour être clair, est le titre de mon intervention d'aujourd'hui et non pas du rapport. Hein. Titre un tout petit peu peut-être provocateur et qui peut faire un tout petit peu peur. Pourquoi ce titre? Eh bien, on a un recteur, on a eu un changement de direction assez récent à l'Université de Lausanne, et puis on a un recteur qui aime dire que nous sommes une université engagée. Alors, dans le cadre de ces réflexions beaucoup plus générales sur la prise de parole des universitaires dans la sphère publique, eh bien, on s'est aussi posé la question, qu'est-ce qu'une université engagée? Et comme nous sommes dans une session là sur justement le rapport entre l'institution et les individus, on s'est dit que c'était une bonne idée d'entrer par cette question-là. Alors, je précise tout de suite que, voilà, quand on parle d'engagement, on imagine tout de suite quelque chose peut-être de très revendicateur, être très affirmé, peut-être comme la jeune fille à l'image ici. Vous verrez qu'en réalité, notre définition correspond à quelque chose de beaucoup plus mesuré. Raison pour laquelle nous avons choisi d'ailleurs le terme d'engagement et non de militantisme. Alors, juste pour 2-3 mots de contexte, donc, ce groupe de travail à l'Université de Lausanne a été constitué donc, en février 2020. Vous comprendrez peut-être pourquoi cette date-là implicitement. Voilà, suite forcément à la pandémie, mais aussi à tout plein de débats qui ont eu lieu sur les questions environnementales notamment. Ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, donc il y a une multiplication des prises de parole publiques qui ont mené notamment la direction de l'université à s'interroger sur ces questions-là, à la manière de répondre aux multiples interpellations dont elle était finalement la cible, si j'ose dire, de plaintes aussi. Donc, nécessité d'entamer une réflexion pour donner quelques principes directeurs sur comment se positionner à ce sujet, sur comment réagir à différents cas de figure. Donc, à la fois une demande de réflexion de fond, mais aussi une demande d'aboutir à des principes assez pratiques et concrets de gestion de ces cas qui parfois peuvent être problématiques. Donc voilà, nous avons organisé un débat, une enquête au sein de notre communauté, des focus group, et notamment ce rapport donc, qui a déjà été remis à la direction, mais dont la publication officielle interviendra d'ici environ 2 semaines. Donc je ne peux pas vous le transmettre actuellement, il est encore sous embargo, mais c'est pour tout bientôt. Et donc le titre du rapport lui-même, c'est l'engagement public des universitaires entre liberté académique et déontologie professionnelle. Donc vous voyez bien qu'on est dans la thématique du jour. Donc il est structuré en gros en 3 parties principales. Une première partie qui s'occupe un peu des définitions et clarifications. Une partie beaucoup plus empirique sur justement les résultats de notre enquête et des focus group. Et puis une 3e partie, probablement la plus importante ou peut-être la plus intéressante, sur justement discussion de tous ces enjeux liés à la prise de parole et à l'engagement. Donc aujourd'hui, je vais brièvement passer par une question de définition de l'engagement et de la place des universitaires dans le débat public, pour ensuite me concentrer sur l'engagement du point de vue de l'institution. Donc ce sont certaines parties de ce rapport qui fait en tout une petite centaine de pages. Donc définition de l'engagement, nous avons choisi une définition un peu plus restreinte que ce qu'on trouve déjà dans une partie de la littérature. Hein. Toute une partie de la littérature estime que l'engagement est défini par toute forme d'interaction des universitaires avec le monde extra-académique. Ici, nous le définissons par une démarche prise de parole ou action qui est à la fois publique
et à contenu normatif, c'est-à-dire qu'elle contient une prise de position sur des questions sociales, politiques, éthiques. Donc, ça va un peu plus loin que juste la transmission de résultats scientifiques ou de données factuelles pour discuter des enjeux liés à certains résultats de la recherche, notamment, et sur le plan social ou politique. Donc, voilà, ça se fait via des conférences, des débats, les réseaux sociaux, ça peut être l'écriture de blogs, la signature de pétitions, plein de choses diverses et variées. Concernant la place des universités dans le débat public, c'est de ce point de vue une question de base que nous avons dû nous poser, car nous avons une base légale qui est relativement claire à ce sujet à l'Université de Lausanne. Donc c'est comme au Canada, hein, les universités sont cantonales, elles ne sont pas en général nationales ou fédérales. Donc c'est une loi cantonale qui fixe les missions de notre université. Et vous pouvez voir ici à l'article 2 qui fixe les missions que notamment au point B, l'université a pour mission de favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture, et sous G, d'exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et de stimuler le débat de société. Donc de ce point de vue-là, nous estimons que l'engagement tel qu'il a été défini dans le cadre de ce rapport entre dans les missions. C'est une des manières de mener à bien ces missions-là de l'université, et donc que ce n'est pas une activité annexe à la recherche et l'enseignement, mais que ça entre bien dans les missions fondamentales de l'université. On retrouve aussi dans la charte de l'UNIL, donc UNIL pour l'Université de Lausanne, qui dispose d'une charte avec des principes directeurs très généraux, et cette charte comporte une section entièrement dédiée à l'engagement citoyen, dans laquelle on peut lire que l'Université de Lausanne agit en interaction avec son environnement social et considère les savoirs comme un bien public et qu'elle entend les mettre à disposition de la société pour aborder dans toute leur complexité les grands enjeux de notre temps. Donc ça va dans la même direction, hein. Il ne suffit pas de produire de la connaissance et de la mettre à disposition, mais bien aussi d'en discuter les implications sociales, politiques, et que ça fait partie de son rôle. Donc je passe maintenant directement, donc je fais un saut dans la chronologie du rapport, mais directement à cette question du point de vue de l'institution, qu'est-ce que cela signifie? Et puis là, il y a deux ensembles de questions qui se posent, comment une institution se rapporte à cette question de l'engagement. Il y a celui de l'université en tant qu'institution. Alors déjà, est-ce qu'une institution scientifique peut être engagée du point de vue de notre recherche, donc participer, prendre des positions finalement normatives dans le débat public? C'est une première question qui se pose. Et si oui, sur quelle base? Et donc, quelle est sa place dans le débat public? Et puis, l'autre question, c'est quelle attitude doit-elle adopter face à l'engagement individuel de ces chercheuses et de ces chercheurs? Et là, il y a toute une série de sous-questions qui se posent. Est-ce qu'il faut réglementer la parole publique des chercheurs et des chercheuses? Ça a déjà été abordé ce matin en partie. Est-ce que les chercheurs-chercheuses, les universitaires, peuvent ou doivent mentionner leur affiliation institutionnelle lorsqu'ils prennent la parole, et si oui ou non, à quelles conditions et dans quel cas de figure? Comment l'université devrait réagir face aux plaintes et interpellations qui lui parviennent en lien avec les prises de parole publiques de ses membres, de sa communauté? Et puis, comment gérer les événements sur le campus de l'Université de Lausanne, notamment l'intervention d'intervenants externes à l'université, parfois controversés et très engagés et militants parfois. Donc je vais passer en revue, un petit peu passer à travers toutes ces différentes interrogations. Ça va être assez rapide pour pouvoir tenir le timing, autorégulation oblige. Mais on pourra aborder un peu plus en détail ces points-là pendant la discussion. Alors, qu'est-ce qu'une université engagée? Donc une université, en tout cas en Suisse, et l'Université de Lausanne en particulier, est une institution publique. Donc il est clair qu'à partir de ce moment-là, elle se doit de rester apartisane. Apartisane, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas soutenir un parti politique en particulier, mais le fait d'être apartisane ne doit pas être confondu avec l'absence de valeur. Donc une partie de la définition d'une institution engagée, telle qu'on la conçoit ici, c'est une université porteuse de valeurs. Alors, quel type de valeurs? Il y a bien sûr les valeurs de la science, l'intégrité, la recherche, la production de savoirs fiables,
les normes du débat académique, de la déontologie académique aussi, etc., etc. Il y a les valeurs démocratiques. Dans le monde occidental, on peut s'attendre à ce qu'une université porte des grandes valeurs démocratiques telles que la justice, le bien commun, etc. Mais aussi des valeurs qui lui sont propres et qu'elle se donne à elle-même finalement dans ses documents de gouvernance. L'université de Lausanne, par exemple, on comporte certaines dans la charte que je vous ai présentée tout à l'heure, dont je vous ai montré un extrait, mais possède aussi un document qui s'appelle le plan d'intention, qui est le document programmatique de chacune de ces directions et qui comporte un certain nombre de priorités. Alors, dans le cas précis, la durabilité, par exemple, ou l'équité des genres est souvent mise en avant comme des valeurs centrales pour le fonctionnement de l'université. Ça pourrait être d'autres dans d'autres cas. Donc, une université porteuse de valeurs, partie de la définition d'une université engagée, mais aussi une université qui soutient une culture de l'engagement. Alors, qu'est-ce que l'on entend par là? C'est-à-dire qu'elle met en place des conditions de travail qui permettent à celles et ceux qui le désirent, bien sûr, puisque c'est optionnel, de s'engager dans le débat public dans de bonnes conditions et en suivant des bonnes pratiques. Bonnes pratiques que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais dont on pourra discuter tout à l'heure. Et puis aussi la mise à disposition d'outils justement pour un engagement efficace et adapté au contexte académique. Donc là, rien de bien révolutionnaire, mais on parle de formation, de fiches d'information, de personnes de contact, etc., etc. De groupes de discussion aussi et de retour d'expérience. Donc, sur cette base-là, une université engagée, conçue comme une université en fait porteuse de valeurs, est-ce qu'elle peut intervenir dans le débat public en tant qu'institution, toujours? Non pas sa communauté en tant qu'individu, mais elle-même en tant qu'institution. Notre réponse dans le rapport est que oui, mais de manière finalement quand même limitée, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir en tout cas sur des questions qui ont un impact sur les conditions d'exercice de ses missions, à savoir la recherche, l'enseignement, la transmission du savoir. Donc tous les débats politiques sur la gouvernance de la recherche, sur le financement de la science, sur la libre circulation des étudiants et des chercheurs, par exemple, sont des questions qui concernent ses missions principales et sur lesquelles elle peut prendre position dans le débat de manière légitime, ainsi que, éventuellement, sur les valeurs qu'elle soutient officiellement comme institution, les valeurs qui lui sont propres. Mais une université en tant qu'institution scientifique est aussi tenue au respect des connaissances scientifiques établies. Donc évidemment, il y a des limites à ce qu'une université peut passer comme message et comme prise de position normative finalement dans le débat public. On imagine mal une université tenir des propos qui nieraient le changement climatique ou créationniste ou je ne sais quoi, évidemment. Donc l'université, de manière plus général, je dirais, n'a pas pour, c'est le message qu'on essaie de faire passer, n'a pas pour vocation de trancher les controverses scientifiques, mais plutôt de se porter en garante de la qualité du débat scientifique et du débat académique, et ce, fondé évidemment sur les normes de la recherche et du fonctionnement du débat académique. Donc, sur cette base-là, l'université est garante de la qualité du débat. Donc, question suivante, faut-il réglementer du coup la parole des chercheurs et chercheuses qui prennent la parole de manière publique? Eh bien, la réponse est que non, il ne faut pas réglementer, conformément à la position très claire d'Olivier Beau ce matin. Il ne faut pas réglementer a priori, c'est-à-dire de manière anticipatoire et de manière verticale, la parole publique des chercheurs, parce que cela pose en tout cas deux difficultés. L'une, c'est que les critères et pratiques de légitimité sont très différents d'une discipline à l'autre, que les pratiques sont très variées, et que du coup, le risque d'interférence trop importante avec la liberté académique et de tomber dans la censure a priori est quand même relativement élevé si l'on parle de régulation, de réglementation verticale et anticipatoire. Donc l'idée est plutôt justement de situer la parole publique, c'est-à-dire soutenir l'effort, les bonnes pratiques, savoir l'effort de clarification et de transparence quant au rôle endossé lors de la prise de parole. Est-ce que j'interviens en tant que chercheur, en tant qu'expert qui est mandaté pour répondre à une question précise, en tant que citoyen, en tant que médiateur, etc. Le rôle endossé.
Est-ce que j'interviens dans mon domaine d'expertise ou non? On l'a aussi évoqué ce matin. Et puis, quelle est la nature des propos tenus? Est-ce que ce sont des résultats très consensuels de la recherche? Est-ce que c'est une opinion personnelle? Ou est-ce que c'est dans les infinies nuances que l'on peut trouver entre deux, entre ces deux pôles de l'opinion personnelle et du résultat scientifique très consensuel, une opinion experte, par exemple, fondée sur ma connaissance du domaine. Donc, transparence et clarté au sujet de ces trois éléments. Il y a un besoin de soutien ici, mais qui ne doit pas devenir une réglementation verticale et anticipée. Donc, favoriser plutôt justement la régulation horizontale par les pairs, et puis traitement au cas par cas et a posteriori des cas problématiques. On a vu ce matin parler de ces zones grises justement entre la liberté d'expression générale et la liberté académique, où on était dans un cas de casuistique, puisque c'est une zone quand même assez grise. Et bien voilà, nous on va aussi exactement dans cette direction, où on propose que les dérapages et cas problématiques qui immanquablement existent peuvent aussi être traités, mais plutôt de manière ex post, c'est-à-dire après coup. Alors, mention de l'affiliation ou non, on en parle beaucoup, parce que, voilà, est-ce que je peux dire quand j'interviens que je suis chercheur à l'Université de Lausanne, précisément, que j'intervienne dans mon domaine d'expertise ou dans un autre domaine d'ailleurs? La question se pose, elle est souvent assez... Il y a des opinions très tranchées à ce sujet-là. Notre position est que, en fait, l'affiliation professionnelle a trois fonctions principales. La première, c'est une fonction d'identification de la personne qui s'exprime. D'où est-ce que je parle? Pourquoi est-ce que je suis ici à la radio, dans le journal? Pourquoi est-ce que l'on m'a sollicité? Identification. Deuxièmement, c'est conférer une légitimité scientifique. Évidemment, le fait d'appartenir, d'être employé par une université offre naturellement une légitimité scientifique. Et puis la troisième, c'est le rôle de représentation de l'institution, en particulier pour, presque exclusivement, j'aurais envie de dire, pour les fonctions de gouvernance, donc recteur, directeur, doyen, doyenne, etc. Donc la position ici, c'est de dire que les cas de figure 1 et 2, les fonctions d'identification de la personne et de légitimité scientifique pour ce qui a été appelé ce matin le simple professeur, n'engage pas a priori l'institution, c'est-à-dire que je pense que tout le monde est capable de faire la différence entre la position personnelle et la position de l'institution en tant qu'institution, quand un professeur lambda s'exprime dans les médias, par exemple. Ce n'est pas forcément le cas pour le 3, pour les personnes qui ont un rôle de représentation, qui, eux, doivent soit parler au nom de l'institution, soit très clairement afficher le fait qu'ils sont là pour parler en leur nom propre. Ce qui serait d'ailleurs une bonne pratique applicable à tout le monde et qui ne mange pas de pain. C'est aussi une pratique courante de mentionner l'affiliation professionnelle à des fins d'identification, y compris dans d'autres domaines, d'ailleurs professionnels que la recherche. Donc, nous estimons dans le rapport que les quelques cas problématiques d'abus finalement de cette position d'autorité conférée par l'institution sont quand même relativement rares et ne sont pas une raison suffisante pour interdire a priori l'usage de l'affiliation professionnelle, même si le fait de ne pas mentionner son université d'attache, par exemple, et de dire « voilà, je suis chercheur dans tel domaine », pourrait être une manière justement de signifier que l'on parle en son propre nom, mais c'est au libre choix des personnes. Enfin, j'en ai presque fini, donc comment réagir aux multiples interpellations dans la direction la direction d'une université reçoit immanquablement face à la prise de parole publique de ces chercheuses et ces chercheurs. Comment pouvez-vous leur laisser dire ça, mais faites-les taire, ou bien virez-moi cette personne? Il y a toute une gradation aussi d'injonctions ici. Eh bien, toujours dans cette optique finalement de soutien et de défense de la liberté académique et de la liberté d'expression, mais en étant bien clair, et le rapport clarifie bien le fait qu'effectivement, cette liberté académique vient aussi avec un certain nombre de responsabilités et de devoirs. L'idée est que le soutien à la liberté académique, à la liberté d'expression, est la position ou la réaction de l'institution par défaut. C'est les cas les plus fréquents, les plus probables. Dans un certain nombre de cas, l'institution peut prendre ses distances avec les propos qui sont tenus, ce qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec la défense de la liberté académique ou d'expression, suivant les cas. Une université pourrait tout à fait dire, ben voilà, écoutez,
cette chercheuse, ce chercheur a toute liberté de s'exprimer en son nom, etc. Mais cette position ne reflète pas du tout la position de l'université, donc prise de distance. Par exemple, pour des propos qui sont en contradiction avec les valeurs propres de l'institution ou avec un consensus scientifique bien établi. Puis enfin, la condamnation des propos ou des mesures administratives sont probablement des cas qui doivent rester rares, mais qui peuvent quand même exister, notamment lorsqu'il y a des violations flagrantes des normes de l'intégrité scientifique, et des procédures en général existent déjà pour ça. Et je vais finir avec ceci, la gestion des événements et des intervenants externes. Pourquoi est-ce que nous avons abordé cette question-là? Eh bien, parce qu'une partie du militantisme aussi, ou de l'engagement et des questions normatives de société se font par cet intermédiaire-là. C'est-à-dire que des intervenants externes, parfois, créent du conflit sur le campus, à l'université, puisque différents groupes, notamment des associations d'étudiants de l'université, sont en désaccord sur qui il faudrait inviter ou pas. Il y a parfois des personnes peu recommandables ou qui ont finalement un crédit scientifique très limité qui sont appelés à intervenir sur le campus. Alors ici, les principes généraux que nous proposons, eh bien, il y en a deux qui vont dans le sens d'une acceptation assez large des intervenants externes sur le campus. Défense déjà de la liberté académique, qui veut que l'on doit pouvoir exprimer en cohérence avec les principes du débat académique et de la recherche une variété de positions, même des positions qui dérangent. L'idée de l'université comme lieu de confrontation constructive des idées, aussi plaide en faveur d'une acceptation assez large d'intervenants externes de tous bords, de tout poil, de toute idéologie. Mais le constructif ici est un mot-clé. Deux autres principes qui vont dans le sens plutôt d'une certaine marge de manœuvre quand même de l'université pour faire un certain choix et parfois refuser peut-être des intervenants externes. L'adéquation avec les valeurs de l'institution, si on est trop en porte-à-faux avec les valeurs de l'institution, peut-être que là il y a une certaine marge de manœuvre, et la défense justement des normes du débat académique. Olivier Beau parlait de charlatans ce matin, et bien voilà, dans certains cas, l'université a toute légitimité et latitude pour refuser un certain nombre de personnes. Alors ces principes généraux, nous avons essayé de les traduire en principes plus concrets qui permettent à la direction de prendre des décisions sur cette base-là. C'est des principes qui doivent rester abstraits parce que qui va juger de la légitimité d'une prise de parole, qui va juger de la qualité scientifique d'un intervenant, c'est toujours très compliqué. Donc ce que l'on propose, c'est plutôt que, il faut une caution scientifique pour qu'un intervenant externe puisse intervenir dans le cadre de l'Université de Lausanne. Il faut une caution scientifique, soit par une unité de recherche, soit par un membre de l'institution. Donc si c'est quelqu'un qui est invité par une chercheuse ou un chercheur de l'université, ben voilà, cette condition elle est déjà réalisée. S'il est invité par exemple, un collectif d'étudiants, là, il va falloir qu'il trouve, en tout cas pour les événements à caractère scientifique, il faudra qu'il trouve une caution auprès du personnel de recherche et d'enseignement. Et puis deux, dans les cas les plus controversés, quand c'est des sujets chauds, si l'on peut dire, ou que l'intervenant incarne des positions finalement dérangeantes, eh bien l'idée c'est de vérifier qu'il y a bien un dispositif qui permette le débat constructif et une pluralité des vues. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vais rejoindre des questions. Merci beaucoup. On va donner la parole au second intervenant, mais je voulais juste mentionner que j'avais eu le privilège de lire le rapport et que vraiment c'est un rapport qui sera utile quand il sera enfin publié, mais l'excellente infolettre de l'Office nous préviendra de sa publication, et c'est un rapport qui permet à la fois, en partant de l'analyse des principes et d'une analyse sérieuse et carrée, de se rendre compte des applications concrètes et de mieux affronter justement ce qui est notre souci ici, sur le terrain, comment on apprend à mettre en pratique tous ces beaux principes. Donc voilà, je vous recommande de guetter le rapport quand il va sortir. Maintenant, je passe la parole à Denis Witleben qui reste.
Bien, bonjour à tous. Alors, on ne s'est pas parlé avant avec Augustin Fragnard, mais il y avait un certain nombre de points de convergence de toute façon, qui vont ressortir. Vous allez le voir assez rapidement en cours de route. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais juste remercier les organisateurs de ce colloque, et notamment Ghislaine, avec qui nous avons échangé en amont, en m'empressant quand même d'ajouter que si ces remerciements sont sincères et chaleureux, comme il se doit, ils sont néanmoins nuancés quand même par la difficulté de la tâche que vous m'avez confiée, qui consiste à aborder en une petite vingtaine de minutes cette question de l'articulation des paroles individuelles et institutionnelles dans le périmètre d'un établissement aussi vaste, aussi protéiforme, aussi multidisciplinaire que le CNRS. J'ose pas dire omnidisciplinaire, mais il faut quand même rappeler que le CNRS regroupe plus de 30 000 personnes, femmes et hommes, chercheuses et chercheurs, ingénieureuses et ingénieurs, techniciennes et techniciens dans tous les champs de la recherche, des mathématiques aux sciences humaines et sociales, en passant par la physique, la chimie, la biologie, etc. Et si toutes et tous ne sont pas amenés à porter une parole dans l'espace public, ils sont quand même assez nombreux à le faire. Et l'une de mes toutes premières missions, lorsque j'ai rejoint il y a un peu plus de 20 ans ce merveilleux établissement que le monde entier nous envie, a été de préparer un rapport sur la place qu'il occupait alors dans les médias qui constituent une dimension centrale, mais quand même pas tout à fait exclusive, pas unique, loin de là de l'espace public. Et ce rapport a été particulièrement ardu à composer parce que pas un jour à l'époque déjà ne se passait sans qu'un journal, un magazine de la presse écrite, une émission de radio ou de télé, quoi d'autre encore, enfin, tous ces moyens d'expression médiatique n'accueillaient des personnels du CNRS pour aborder des sujets d'une incroyable diversité thématique. Et ce constat, bien évidemment, il s'est encore renforcé depuis, à la faveur, entre autres, de l'évolution des médias eux-mêmes, ou même, on pourrait dire, des révolutions qu'ils ont connues depuis une vingtaine d'années, avec les transformations des médias traditionnels. Il y a 20 ans, il n'y avait pas encore toutes ces chaînes d'information en continu, par exemple, à la télévision. L'essor des nouveaux médias numériques, évidemment, portés par le web, et puis plus récemment encore, l'émergence des réseaux sociaux, dont on a pas mal parlé ce matin, et qui donnent à chacun un accès instantané, immédiat et direct vers un espace public globalisé, dont on ne sait toujours pas d'ailleurs si, même depuis ce matin, s'il faut s'en réjouir ou en pleurer, mais on va dire que la réflexion se poursuit. Alors si vous me permettez une petite parenthèse liminaire quand même, parce que vous avez eu l'imprudence d'inviter un historien à cette table ronde, et le cœur de notre métier, c'est quand même d'essayer de comprendre la situation actuelle au regard des évolutions passées. Face à ce foisonnement qui est quand même assez nouveau, il est vrai, et qui s'accentue année après année, on a même l'impression parfois d'être complètement submergé au quotidien. On a souvent le sentiment que l'ensemble des questions qui se posent sont elles aussi tout à fait nouvelles. Et dans le premier échange que nous avons eu, Ghislaine, vous aviez indiqué, je vous cite, ça fait aussi partie de mon boulot de citer mes sources, c'est pas juste pour le plaisir de vous débiner en public. Vous aviez indiqué que la question d'une articulation entre parole institutionnelle et parole individuelle dans l'espace public est nouvelle. Or non, justement, et vous avez bien fait de nuancer cette affirmation depuis en rappelant qu'en réalité, elle n'est pas si nouvelle que ça, parce que si certaines des modalités de cette question sont en effet nouvelles ou peuvent nous paraître l'être sous l'influence des transformations rapides que je viens d'évoquer de l'univers médiatique, mais aussi sous l'influence des évolutions à plus long terme du paysage scientifique lui-même, avec entre autres le développement des grandes institutions de recherche telles que le CNRS et d'autres en France et évidemment à l'international. La question en tant que telle, elle n'est pas nouvelle du tout. Alors j'ai bien sûr pas 3 heures devant moi pour comparer les évolutions séculaires et croisées de l'espace public et puis du paysage scientifique. Je dois juste me livrer à une poignée de raccourcis qui feront sans doute frémir mes collègues historiens présents dans la salle. Ça m'embête même d'en avoir un dès le premier rang là, qui va sans doute me bondir dessus, mais qui devrait quand même nous encourager à tempérer un petit peu ce sentiment de nouveauté, ce sentiment d'être confronté constamment à une situation inédite. Et d'ailleurs, c'est fréquent, c'est pas que dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a la famine, on a l'impression que c'est nouveau. Il y a la guerre, on a l'impression que c'est nouveau. Il y a les épidémies, on a l'impression que c'est nouveau. Alors, c'est pas nouveau du tout. On est juste en train de retourner, grosso modo, au Moyen-Âge. Ces pirouettes, on va dire Socrate, à l'heure de porter la coupe de poison à ses lèvres, à l'Athènes, au moment où il franchit les grilles de l'asile, où il va être enfermé pendant plus de 20 ans au Caire, Giordano Bruno, à l'heure où les premières fumées de son bûcher sont parvenues à ses narines, ont dû
forcément se poser la question de l'articulation de leurs paroles individuelles avec celles des institutions de leur temps, hein, comme a dû se la poser, pour pas quand même rester uniquement dans un martyrologue un petit peu déprimant, Copernic. Sinon, il n'aurait pas attendu d'être à l'extrême fin de sa vie sur son lit de mort pour donner l'accord de parution du De Revolutionibus. Et comme se l'est posé encore, c'est un exemple ça que j'aime bien citer, je le mentionne donc, mais ça sera vraiment le dernier, Buffon, lorsque ses calculs sur l'âge de la Terre l'ont conduit à des estimations de plusieurs dizaines de millions d'années qui ne correspondaient pas évidemment à l'enseignement des Écritures. En fait, si je dis bien que j'aime bien Buffon, c'est parce que lui-même a reconnu en toute transparence s'être livré à un toilettage prudent de ces estimations avant de les envoyer sur l'espace public de l'époque, en les divisant par 1000 et en ramenant en fait l'âge de la Terre, plutôt qu'à 74 millions, à 74 000 ans. Une parole individuelle qui collait toujours pas avec la parole des institutions de l'époque, des institutions établies, mais une parole qui lui paraissait quand même un tout petit peu plus acceptable en anticipant la réaction des institutions. Je cite juste très vite Buffon pour le plaisir. Hein, lorsque je n'ai compté que 74 000 ans, j'ai averti que je me contraignais pour m'opposer le moins possible aux opinions reçues. Pas mal. Quoiqu'il soit très vrai que plus nous étendrons le temps et plus nous approcherons de la vérité, néanmoins il faut le raccourcir autant qu'il est possible pour se conformer à la puissance limitée de nos intelligences. Donc l'intégrité scientifique, elle peut elle aussi être une notion, on va dire, à géométrie variable, et notamment selon les conséquences qu'elle peut avoir sur les savants eux-mêmes et sur la vie des savants eux-mêmes. Alors autant d'exemples de l'ancienneté de cette question, mais même si elle n'est pas toujours posée dans les termes à cette époque-là que l'on emploie aujourd'hui, et soit dit en passant, et c'est quand même aussi capital, ça devrait être un des axes de notre réflexion à cette table ronde, autant d'exemples qui invitent à réfléchir non seulement à l'articulation des paroles, mais aussi à leurs valeurs respectives. Aujourd'hui, on a tendance à se focaliser, peut-être même un peu à l'excès, sur un certain nombre de paroles individuelles, débridées, incontrôlables, fautives, ou en tout cas qui s'écartent assez fortement de la parole institutionnelle. Mais si l'histoire nous enseigne quand même bien une chose, pas seulement en sciences, hein, mais dans tous les registres, c'est que l'individu n'a pas toujours tort et l'institution toujours raison, au final. Alors, comment ces questions-là ont-elles été appréhendées au sein du CNRS au fil de son histoire? J'arrive à mon sujet principal, après cette immense introduction, mais on va avancer. Alors de cette histoire elle-même, pour éviter justement de prendre 3 heures, je ne vais pas dire grand-chose, je suis d'habitude intarissable sur le sujet au plus grand désespoir de mes auditeurs, mais bon, je vais juste rappeler que le CNRS a vu le jour le 19 octobre 1939, dans le contexte tragique des premières semaines de la Seconde Guerre mondiale, au terme d'une longue jeunesse qui débute en réalité au soir du 19e siècle, mais qui connaît des avancées assez fortes dans l'entre-deux-guerres, et notamment sous le Front populaire. 2 personnalités que je vais quand même citer au passage, c'est le physicien Jean Perrin, prix Nobel en 1926, secrétaire d'État à la recherche en 1936 sous le Front populaire, et le très grand ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay. Juste petite parenthèse, ils se trouvent l'un et l'autre à un jet de pierre d'ici, puisqu'ils reposent ensemble aujourd'hui au Panthéon. Enfin, il faut quand même jeter la pierre un peu fort, mais c'est pas très loin. Alors, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, j'ai pas la prétention de connaître sur le bout des doigts les dizaines de kilomètres linéaires d'archives que le CNRS nous a léguées depuis un peu plus de 80 ans, mais pour en avoir tout de même parcouru et étudié un certain nombre, il me semble que jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire jusqu'aux dernières années du XXe siècle, l'articulation des paroles a bel et bien pu constituer un sujet de préoccupation, mais à certains moments ciblé de controverses scientifiques ou, mais quand même beaucoup plus rarement, de débats politiques, mais qu'elle n'a jamais débouché sur la promulgation de recommandations, de procédures, de directives, comme on a pu en voir paraître ou même fleurir plus récemment, ou sur la mise en place d'instances ad hoc censées garantir au moins, on va dire, veiller à cette articulation des paroles. Déjà employé le mot d'autorégulation, le CNRS a bien appliqué une politique d'autorégulation pendant très longtemps qui est finalement et historiquement quand même propre au fonctionnement de la communauté scientifique sur le long terme. Alors je ne peux évidemment pas aborder tous ces moments qui ont mis à l'épreuve l'articulation des paroles. Je vais simplement prendre 2 ou 3 exemples très précis qui vont permettre de resituer historiquement en fait, ce sujet et son ancienneté, cette fois-ci pas au regard de la très grande histoire, mais au regard du parcours
parcours plus particulier du CNRS, mais qui trouve quand même pas mal d'écho avec des questions qui nous préoccupent aujourd'hui en particulier. Alors, premier exemple, avec une personnalité marquante des débuts de l'histoire du CNRS, qui s'appelle Georges Tessier. Georges Tessier, c'est un généticien qui a co-dirigé avec Frédéric Joliot, puis a dirigé le CNRS de 1944 à 1950, mais il s'est aussi illustré auparavant grâce à son rôle majeur dans la résistance. Il est un des fondateurs du Front National Universitaire, membre des francs-tireurs et partisans, haut responsable des forces françaises de l'intérieur, ce qui lui a d'ailleurs valu de signer l'ordre d'insurrection nationale d'août 1944 à Paris, ce qui est quand même pas rien comme action. Et bien sûr, Georges Tessier a été confronté 2 fois au moins à la question qui nous préoccupe dans cette table ronde de l'articulation des paroles, d'abord scientifiquement, à partir de la fin des années 40, au moment de l'affaire Lysenko. Je ne sais pas si ça vous est très connu, mais c'est un agronome soviétique protégé par Staline qui avait remis en question les principes de la... Je vais très vite. Des principes pourtant validés de la génétique de mendélienne, et qui condamnait comme une science qu'il qualifiait de bourgeoise. Et Tessier, comme un grand nombre de généticiens français de l'époque, membres ou très très proches du Parti communiste, se sont retrouvés tiraillés entre une parole institutionnelle, celle défendue par le CNRS et quelques autres institutions comme l'Institut Pasteur à cette époque-là, qui soutenaient très fortement le développement de cette nouvelle génétique en France, parce que elle avait déjà pris son essor dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, mais elle peinait à percer dans le pays, et donc le CNRS encourageait le développement de cette génétique, et une parole individuelle qui conduisait finalement Georges Tessier et d'autres à regarder avec beaucoup de sympathie, on va dire, l'Union soviétique et ses idéologies, y compris lorsque ces idéologies se démarquaient, comme c'est le cas avec Lysenko, des faits scientifiques avérés. Donc on a déjà des tensions à ce moment-là, elles sont d'autant plus flagrantes que finalement celui qui en est la victime, entre guillemets, dirige l'établissement. C'est pas juste à la fois chercheur, en effet, dans un laboratoire, mais il dirige aussi l'établissement. Et puis politiquement aussi, pour Georges Tessier, enfin on va dire plus politiquement encore, parce qu'on peut difficilement dire que l'affaire Lysenko relève de la science stricto sensu, dont elle était délirante de ce point de vue-là. Le même Georges Tessier, toujours directeur du CNRS, à la fin de l'année 1949, au moment où une crise diplomatique a opposé la France à la Pologne, avec menaces croisées, incarcération réciproque et expulsion de diplomates, eh bien, entre Paris et Varsovie, a pris publiquement position en faveur de la Pologne et contre la France, portant ainsi une parole individuelle en tant que directeur du CNRS, franchement opposée à celle du gouvernement et donc opposée à celle qui devait en principe porter l'institution nationale qu'il dirigeait à ce moment-là. Alors au-delà du caractère, a priori, vous allez me dire, particulier quand même de ce premier exemple, autour de ces 2 premiers exemples autour de Tessier, j'ai fait en plus que les effleurer, alors qu'ils mériteraient, je pense, une journée d'études à eux seuls. On voit quand même qu'une foule de questions se posent déjà sur l'articulation des paroles, une parole institutionnelle, y compris pour un établissement de recherche, n'est finalement pas qu'une parole scientifique et validée scientifiquement, elle peut aussi revêtir une dimension politique qui n'entre pas dans la même catégorie de critères, et à ce moment-là, jusqu'à quel point les paroles individuelles peuvent-elles la conforter ou à l'inverse s'en démarquer, et quand elles n'attraient finalement qu'à la science elle-même, à sa pratique, à ses fondements, comme ici avec la génétique, qu'est-ce qu'une parole institutionnelle finalement, surtout quand on sait que dans ce cas précis, les institutions de notre pays, justement, à commencer par les universités, se sont longtemps et fermement opposées à la reconnaissance de ce champ de recherche nouveau dans leur périmètre. À la fin des années 40, la génétique mendélienne était, donc, comme je l'ai dit, solidement établie dans les pays anglo-saxons et ailleurs, mais elle n'avait toujours pas percé à l'université. C'était le rôle du CNRS d'accompagner cette émergence à l'encontre quand même de l'institution universitaire, à l'encontre de l'avis d'une majorité des biologistes, professeurs de l'université. Alors on va prendre un second exemple, cette fois-ci avec un événement plus particulier, un peu plus proche de nous, c'est la célèbre affaire de la Soufrière. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous vous souvenez de cette affaire de la Soufrière au milieu des années 70. En fait, c'est ce volcan de l'île de la Guadeloupe qui est entré en ébullition durant l'été 76. On a parlé d'Allègre ce matin, donc on va revenir un petit peu sur Claude Allègre. Il est entré en éruption
en ébullition à l'été 76, après des années de tranquillité, et puis on a repéré, on a cru voir un certain nombre de risques de voir se produire une éruption majeure et extrêmement menaçante pour les populations, et tout cela a provoqué une violente polémique entre les scientifiques. On a surtout retenu les noms d'Haroun Tazieff d'un côté et de Claude Allègre de l'autre. Il est vrai qu'ils ont été quand même de loin les plus véhéments, on va dire, dans cette affaire, jusque dans l'espace public par médias interposés, mais ils n'étaient pas les seuls, hein. Et cette affaire est beaucoup plus complexe que la manière dont on l'a parfois résumée ici. Je ne vais pas en faire le compte-rendu détaillé, mais ce que j'aimerais juste vous montrer, c'est la manière dont le CNRS, en tant qu'institution, a tranché, mais ce n'est pas vraiment le mot exact, en tout cas, parce que ce n'était pas une résolution définitive, mais essayer de sortir de cette affaire de paroles individuelles qui, du coup, étaient en confrontation. Eh bien, il a créé, dans la foulée, un nouveau programme national de recherche qui s'appelait le PIRPSEV, c'était le Programme interdisciplinaire de recherche pour la prévision et la surveillance des éruptions volcaniques, qui a beaucoup fait progresser la connaissance dans ce domaine au tournant des années 70 et 80, même s'il reste encore beaucoup à apprendre, mais ça c'est un autre sujet. Donc encore une fois, sans vouloir entrer dans les multiples et innombrables rebondissements de cette affaire-là en particulier, qui a beaucoup fait couler d'encre à l'époque, mais aussi a continué à faire couler beaucoup d'encre et de salive pendant des années, voire des décennies, et en ne restant focalisé que sur cette issue, on va dire, institutionnelle qu'elle a trouvée au travers de la création de ce programme national par le CNRS, il y a une autre difficulté qui apparaît, qui est en fait plus une donnée, qui rejoint ce qu'on vient de voir tout à l'heure aussi. C'est une constatation finalement qui renvoie à l'essence même de la démarche scientifique. Un établissement tel que le CNRS ne peut pas avoir une parole institutionnelle, une sorte ou plutôt un canevas de paroles institutionnelles toutes prêtes à l'emploi pour conforter, nuancer, contredire instantanément dans tous les domaines couverts par l'établissement, en lien avec ses partenaires en plus qui sont nombreux, les paroles individuelles de ces chercheurs, ingénieurs, techniciens qui s'expriment dans l'espace public, parce que, puisqu'il est question encore une fois de l'articulation des paroles, eh bien, face à de tels événements, cette parole institutionnelle, elle ne peut se construire qu'en se basant sur une somme, une confrontation des paroles individuelles, dès lors qu'elles ont fait l'objet de l'analyse, de la mise à l'épreuve, de la validation, qui une fois encore forme l'essence même de la démarche scientifique et de nos boulots finalement. Donc en volcanologie, comme en génétique ou en épidémiologie, même en sociologie, dans tous les domaines qui font l'objet d'études au CNRS, il n'y a pas deux objets indépendants dont on pourrait étudier scolairement les liens, les articulations. Une parole institutionnelle d'un côté, des paroles individuelles de l'autre. Souvent, elles concordent et puis c'est merveilleux. L'humanité entière progresse sur les chemins d'un progrès radieux et équilibré. Parfois, elles ne concordent pas et puis ça devient problématique, voire préoccupant dans certaines circonstances comme celles qu'on vient de traverser à l'échelle planétaire. En fait, dans le fond, le CNRS, au CNRS, et sans doute bien au-delà, ces paroles, dès lors qu'elles relèvent du champ scientifique, ne sont pas articulées. Finalement, elles sont intriquées. La parole institutionnelle se nourrit des paroles individuelles et en même temps, elle leur rappelle, d'ailleurs de plus en plus souvent ces dernières années, au travers d'avis, de chartes, de recommandations, comme celle de notre comité d'éthique, que je trouve personnellement toujours extrêmement intéressant à lire. Je ne dis pas que ça parce que je crois qu'il y a des membres présents dans la salle, le cadre dans lequel ces paroles doivent s'exprimer, un cadre qui allait sans dire, grosso modo, jusqu'à la fin du XXe siècle, un cadre qui semble désormais aller mieux en le disant. Bon, voilà, c'est comme ça depuis 2 décennies. Si on est optimiste, on peut penser que ces piqûres de rappel, c'est peut-être pas la meilleure expression, enfin voilà, ces rappels réguliers sont une bonne chose, tandis que si l'on est un peu plus pessimiste, on peut se dire que ce besoin de les répéter encore et encore peut quand même interpeller et interroger sur ce que nous sommes collectivement devenus ou en train de devenir dans le cadre des évolutions du paysage scientifique depuis 2 décennies, et puis évidemment des évolutions de l'espace public également, et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quand même, je suis flattée par mes paroles imprudentes d'avoir été le prétexte d'une leçon d'histoire très plaisante et surtout d'un exercice très salutaire de recul.
sur ce qui nous arrive depuis la nuit des temps. On va pouvoir continuer à faire tranquillement les mêmes bêtises, ça c'est quand même rassurant. Et puis j'en conclus que les institutions, pas plus que les chercheurs, ne sont exempts d'erreurs et d'errements scientifiques, et que donc ce qui compte, c'est le débat et la méthode. C'est une belle conclusion provisoire. On va pouvoir continuer et donner la parole à Denis, dont je vois qu'il est à l'écran. J'espère, Tam Mignot, j'espère que vous nous avez entendus tout le long. Oui, je vous ai très bien entendu. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Comme un problème en appelle un autre, je suis entouré de marteaux-piqueurs. Donc j'espère que ça ne va pas complètement parasiter ma présentation. C'est la loi de Murphy en ce moment. Bon, écoutez, bonjour à tous à distance. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier de cette invitation. J'étais particulièrement intéressé par cette invitation. J'en ai même annulé quelques engagements importants, si on peut dire qu'ils étaient importants, pour finalement me faire rattraper par le virus qui semble avoir pris sa revanche sur l'opération de dénonciation que nous avons lancée contre lui en 2020. Et ça ne va pas m'empêcher de vous parler aujourd'hui grâce à la technologie moderne et les visioconférences. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous parler d'une initiative que nous avons lancée lors du premier confinement. Vous avez sur cette diapositive une photo du collectif incomplet prise en octobre 2020. Avant de vous présenter cette opération, j'avais juste envie de vous en planter un petit peu le contexte et vous planter le contexte en fait de l'entrée dans l'année 2020. Le 31, on se repositionne le 31 décembre 2019 comme chaque année. On sable le champagne, tous convaincus que l'année à venir sera la meilleure de toutes. En fait, une erreur évidemment reproduite chaque année, mais surtout sourd à une actualité naissante en Chine où rien ne semble pouvoir obscurcir. Rien ne semble pouvoir obscurcir l'exemple. J'ai un bruit de fond, vous l'avez vu ou pas? Là, c'est bon. Je sais pas, il y avait un espèce de souffle. C'est bon? Est-ce que en termes de son, c'est bon pour vous? Ouais, ok. Donc, cette année 2020, donc effectivement, on allait basculer dans une crise sanitaire sans précédent depuis un siècle. Je me permets en fait d'illustrer avec les images de Tolkien qui sont chères à mon cœur. Et en fait, pour vous positionner véritablement la rapidité des événements, hein, c'est un rappel. Mais le 22 janvier, nous observons la Chine confinée Wuhan et remarquablement, on ne se sent pas très concerné. Le 9 mars, c'est l'Italie qui est confinée. On s'inquiète un peu, hein, on commence à se dire là, ça se rapproche. Mais on plaint surtout les Italiens. Et le 12 mars, là, c'est la stupéfaction. On ferme les écoles. Le 14 mars, on ferme les lieux publics. Le 16 mars, on apprend qu'un confinement général est décrété. Et ici, je vous montre une photo du laboratoire de chimie bactérienne le 17 mars à 11h. Il y avait quand même un fort sentiment de Tchernobyl. Et en fait, ça génère en fait une sidération totale. Les chaînes de télé tournent en boucle sur des images qu'on peut appeler post-apocalyptiques. Et les étudiants, surtout, passent très rapidement en fait, d'une activité, ils sont à leur paillasse, à une situation complètement isolée, pour beaucoup, dans des studios restreints, et pour en fait, une durée que le gouvernement annonce à 2 semaines. Il est d'ores et déjà évident que ça va durer plus longtemps. Et en fait, c'était assez facile de se dire que ça a duré au moins 2 mois au vu de la durée du confinement qui avait eu lieu à Wuhan. Et donc, nous, on s'est retrouvés entre chercheurs et surtout avec mon collègue Yann Vacher, que je remercie beaucoup pour le travail qu'on a pu mener ensemble. Il est professeur en sciences de l'éducation. Et en fait, on a d'abord évoqué ensemble des solutions ou des pistes pour proposer des projets à ces étudiants qui se retrouvaient cantonnés dans les chambres à coucher. Et en fait, il nous est rapidement apparu que face au déluge d'informations très souvent peu régulées, on a beaucoup discuté de ça lors des sessions aujourd'hui, nous avons fait un constat. Et ce constat, c'est qu'il y avait un grand besoin d'informations rapidement et ça nécessitait une médiation scientifique rapide et surtout de qualité vers le grand public sur différents thèmes de la pandémie. Et les étudiants et les chercheurs se trouvaient incroyablement et uniquement disponibles pour ce type d'action. Donc, parti sur cette idée, on a structuré un projet et un collectif dont je vous présente la structure. On a choisi 4 thèmes qui sont représentés sur cet écran. Épidémiologie, virologie moléculaire, approche thérapeutique et ce qu'on a appelé décrypteurs de l'information. Et dans ces décrypteurs de l'information, on parlait par exemple de questions que se posait le public sur le port des masques, sur la contagiosité du virus sur les surfaces et toutes les choses qui nous questionnaient à ce moment-là. Et ces 4 thèmes, en fait, ont été traités par 4 équipes dont la structure est représentée donc dessous, et c'était en fait encadré par un chercheur d'expérience, en fait en chacun un directeur de recherche, donc en l'occurrence du CNRS, qui en fait encadrait des réalisations qui étaient menées par des étudiants
des postdocs ou des ingénieurs en CDD ou ingénieurs en poste. Et donc, la mission pour chacune de ces équipes serait de produire une vidéo de 3 à 5 minutes donc, sur chaque thème par semaine. Donc, une fois qu'on a construit et regroupé ce collectif, on a contacté le CNRS et pour ce… Non, d'abord, en fait, avant de rentrer là-dedans, la question qui s'est posée et la question que vous posez inévitablement, c'est comment encadrer éthiquement et méthodologiquement une telle opération. Et donc, en fait, on a choisi de le faire de la façon suivante. On a d'abord constitué un comité éditorial qui était en fait essentiellement composé de Yann Vacher et de moi-même, qui discutait par contre avec chacune des équipes des thèmes à traiter. Une fois mis d'accord, l'équipe écrivait un test détaillé et en fait, ce test détaillé, je vous en montre un exemple, une page, qui correspondait véritablement à des détails approfondis des données et des commentaires des données. Et ce test référencé était relu par un expert externe quand notre zone de compétence était trop éloignée. Une fois le texte produit, on dérivait de ce texte un texte court, qui est une sorte de storyboard pour la production d'une vidéo, et ce texte était relu essentiellement par Yann Vacher pour en déterminer l'adaptation à un public large. En gros, on essayait de sortir du jargon, on essayait en fait vraiment de présenter les données dans un langage qui soit entendable et surtout clair. Et suite à cette relecture, et une fois qu'on était d'accord sur cette relecture, on partait en production, on produisait des vidéos et ça, c'était je dirais un processus incroyablement artisanal parce que les étudiants étaient généralement cantonnés soit dans un petit studio, soit dans une cuisine. Et en fait, on montait tout ça avec des téléphones portables, miracle de la technologie moderne. Et ces vidéos, une fois assemblées, elles étaient soumises à la direction de la communication du CNRS qui l'a visionnée et décidé ou non de la publier. Il n'y a pas eu de cas où la publication a été refusée. Donc, le collectif Diffusons la science, pas le virus, en fait, avait une ligne éditoriale qui se veut résumer en une phrase, qui est de donner les informations les plus proches possibles des données disponibles dans un format accessible en évitant absolument toute prescription ou tout positionnement politique. Et donc, ça donnait, en fait, dans les résultats, en fait, cet ensemble. Donc là, je vais vous jouer quelques vidéos visuellement, enfin, pas du tout toutes les vidéos, mais au moins que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'était en fait des visuels qui se déroulaient comme ça, un petit jingle à l'entrée pour le rendre attractif, une charte graphique qui était choisie par couleur. Alors que la première vague épidémique de Covid-19 est maintenant passée dans la plupart des pays, nous faisons une analyse rétrospective de la propagation de l'épidémie dans le monde pour extraire des enseignements utiles à prévenir une nouvelle paralysie en cas de seconde vague. Et vous voyez là, en l'occurrence, sa propagation locale, l'épidémie s'est disséminée à travers le monde. Et vraiment des foyers majeurs. Donc, je coupe, bien sûr, parce que le propos n'est pas de vous faire visualiser ces vidéos, mais de vous en donner un peu en fait, une idée graphique et une idée du ton. Vous voyez en gros qu'il y a des intervenants qui sont filmés, généralement auto-filmés, des infographies qui sont montées généralement assez rapidement, et le tout assemblé dans un ensemble qui se voulait le plus professionnel possible avec les moyens du bord. Et donc, en fait, là, je vais revenir maintenant que je vous ai présenté l'opération et maintenant que je vous ai donné un petit peu son concept, sur en fait le sujet de cette intervention qui est véritablement cette opération et en fait quelles furent les interactions avec l'institution tout au long de l'opération. D'abord, en fait, il y a vraiment eu la genèse de ce projet et comment ce projet a été monté en partenariat avec le CNRS. Et ça, c'est vraiment le sujet de cette présentation. Nous avons d'abord, en fait, dans un premier temps, contacté la DIRCOM par email avec un descriptif détaillé de l'opération proposée qui a suffisamment intéressé donc la direction de la communication pour nous proposer une réunion en visio où on a répondu à un certain nombre de questions pendant 1 heure ou 2 sur les objectifs, sur l'originalité, qu'est-ce qu'on faisait effectivement qui serait nouveau par rapport à ce qui allait être proposé de façon multiple au cours de la crise, quelle était la niche qu'on occupait rapport justement à cette opération, évidemment quelles étaient nos motivations et l'encadrement éthique qu'on proposait à cette opération. Une fois qu'on a eu cette discussion, donc on a suffisamment intéressé la direction de la communication pour nous proposer de faire une capsule pilote, une capsule dite pour voir, qui nous a amené, en fait, qu'on a monté et qui a été visualisé par la DIRCOM pour finalement, eh ben oui, effectivement, ils ont été suffisamment emballés pour donner un go au projet. Et nous, donc, ce go voulait dire qu'ils nous ouvraient la publication de la série sur la chaîne YouTube du CNRS et son relais par les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et donc, soutien donc, de l'institution par rapport effectivement au lancement et à la diffusion de la série, mais un soutien qui n'était pas sans avoir en fait quelques, on va dire, réticences et essentiellement un énorme appel à la prudence. Donc, pour la suite de cette présentation, j'ai extrait des échanges d'emails que nous avons eus donc avec le CNRS pour illustrer les dynamiques qui nous ont animés. Et vous pouvez voir à travers ce que vous lisez dans ces extraits
qu'il y a effectivement un appel répété à la prudence, et ce souci était d'autant plus fort que les vidéos adressaient des sujets de controverse, par exemple évidemment l'hydroxychloroquine et la réponse inflammatoire. Là, vous avez par exemple dans un email que j'ai reçu, alors qu'on s'apprêtait à traiter en fait la question de l'orage cytokinique, de vraiment attention, si c'est au CNRS couplé de la clinique de Saint-Venturé sur ce terrain plus que glissant. Il y avait même carrément une question sur la compétence du CNRS à traiter des thèmes qui étaient classifiés de clinique, voire classifiés INSERM pour l'interlocuteur avec lequel je parlais. Et ensuite, il y a eu un questionnement, et en fait, ce questionnement était vraiment un questionnement fort sur la compétence, c'est-à-dire la question qui nous était posée, c'est « sommes-nous compétents pour traiter ce sujet ?» Nous répondions et nous considérions que la compétence était largement en fait du domaine de la connaissance méthodologique et donc en fait du savoir interpréter les données pour pouvoir les restituer et en connaître les limites et la méthodologie. Et en fait, le CNRS souvent, en fait, dans une approche plus conservatrice, considérait que la compétence était fortement du ressort du domaine scientifique. Et inévitablement, on a commis quelques petites erreurs, comme celle décrite sur cette diapositive, qui a créé une petite panique du côté de l'institution, puisque là, par exemple, en l'occurrence, on avait écrit dans une de ces vidéos, la présentatrice ou le présentateur, je ne me rappelle plus, disait que le R0 donc, de la grippe était de 1, alors qu'évidemment, pour tout épidémiologiste, R0 égale 1, ça veut dire pas d'épidémie croissante, il est forcément supérieur à 1. Et donc, il y avait eu un tweet immédiatement qui avait un peu inquiété donc, le CNRS avec cette phrase « Si des tweets comme celui-là démarrent, c'est le CNRS qui passe pour une buse ». Donc, une fois qu'on s'est retrouvé en fait dans cette interaction, nous, la question c'était OK, donc comment effectivement on prend en compte ces remarques, comment on prend en compte cet appel à la prudence, comment on désamorce les inquiétudes pour aller vers en fait une interaction constructive avec l'institution. Et donc, en fait, s'en est suivi un très long échange de mails par lesquels en fait on a immédiatement, parce que c'était effectivement du ressort de la nécessité, de rentrer en discussion avec la DIRCOM par rapport aux productions dans lesquelles il y avait l'erreur, en l'occurrence cette histoire de R0 égale 1, et trouver la meilleure façon de le corriger, c'est-à-dire en l'occurrence impossible de corriger la vidéo dans ce cas-là, mais possible de corriger le texte long qui était associé à la vidéo, et possible aussi d'écrire sous la vidéo une sorte de warning qui dit « attention, là il y a une erreur, évidemment c'est R0 supérieur à 1 ». Il y avait une autre question pour laquelle j'étais, en tout cas personnellement, plus en désaccord avec le CNRS, qui était en fait un commentaire assez lapidaire sur notre première capsule, qui était soi-disant une mauvaise capsule, parce qu'on avait effectivement pris quelques risques sur des estimations, non pas des risques, on n'avait pas créé nous-mêmes nos propres données, mais on s'était un petit peu avancé, on va dire, avec des données, on va dire, non consolidées, mais parce qu'elles paraissaient absolument raisonnables. Et donc, j'avais fait, pour assurer cet interlocuteur, tout un suivi de la littérature, et notamment des modèles de l'Institut Pasteur, pour lui montrer que, en fait, les valeurs en fait, que nous avions publiées dans la capsule étaient en concordance exacte avec ces publications. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on était dans l'ère du préprint, des choses en fait, sur lesquelles il fallait avancer sans avoir des données consolidées. Mais par contre, en fait, je répondais dans cet email que je ne discutais absolument pas du fait que les erreurs factuelles doivent être corrigées, ce qu'on allait faire au mieux, sachant quand même qu'on était encore une fois dans un schéma exceptionnel, cantonné dans des salles de bain, etc., et que ce n'était pas forcément facile de le faire. Ce problème, d'ailleurs, en fait, ne s'est pas reproduit. On a eu, en fait, ensuite, beaucoup d'interactions constructives avec l'institution qui étaient, en fait, effectivement, sur certaines capsules sur lesquelles, en fait, on allait discuter, on va dire, de la sensibilité. Nous, on a accepté, en fait, de soumettre nos textes, donc, cette fois-ci, au CNRS, pour, en fait, aller-retour sur la construction de ces textes. Et là, par exemple, on voit, en fait, un exemple d'aller-retour qui a eu lieu avec le CNRS sur le type de… Là, on faisait une capsule sur les différents types de tests antigéniques qui étaient alors en développement, et donc comment on allait les traiter, quelles étaient les limites. Et donc là, en fait, il y a eu toute une série de retours qui nous a permis effectivement de produire une capsule consolidée multiplement, puisque retour d'experts, retour du CNRS et validation finale par la DIRCOM. On a également aussi adressé tout type en fait, de questionnement, en fait, pour chaque thématique, une capsule finale, je vais juste couper le son cette fois-ci, on n'a vraiment pas besoin du son, qui, en fait, cette fois-ci, se voulait en fait traiter en fait de toutes les questions et réponses en fait, tous les questionnements qu'en fait ces capsules avaient levés. Donc, on a collecté sur le site Diffusion la Science. Donc, qu'on avait monté toute une série de questions en fait du public, qu'on a ensuite évidemment filtré parce qu'il nous fallait faire une sélection et sur lesquelles on a choisi de répondre dans une capsule finale. Et vous voyez en fait les étudiants répondre individuellement à des capsules qui émanaient directement du grand public.
Et donc, à la sortie donc, de cette discussion qu'on a avec le CNRS, en fait, une conclusion vraiment forte qui était sous-jacente à toutes ces interactions, elle est vraiment ici en orange, c'est vraiment cette phrase « Je sais bien que ça fait un peu rabat-joie, mais c'est aussi l'image du CNRS qui est en jeu. » Et donc, en fait, ici, ce que j'ai envie de discuter par la suite, c'est quel fut l'apport, donc, en fait, comment mesurer l'apport et quel fut l'apport de Diffusion la science, pas le virus. Et donc, d'abord, il y a effectivement des mesurables immédiats qui sont les mesurables. Bon, on est sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup discuté ce matin, c'est le nombre de visionnages. Donc, on a eu un nombre de visionnages qu'on considère extrêmement acceptable. En fait, il n'est pas, je veux dire, au regard de certains standards, il n'est pas stellaire, mais au regard de les publications scientifiques et au regard des médias publiés par le CNRS, il est très important puisque c'est de l'ordre de 200 000 visionnages cumulés donc sur l'ensemble des vidéos. Quand je dis 200 000, c'est au jour d'aujourd'hui. À la sortie du confinement, on était plutôt autour de 100 000. Après, on a eu des relais de la presse, dont j'insiste sur le fait que ce sont des relais de la presse régionale essentiellement, donc avec la Provence, Corse Matin, la Marseillaise, France 3 Région pour la presse Internet, et un highlight, et je reviendrai là-dessus, cette fois-ci dans Brut, qui en fait nous a donné en fait une visibilité particulièrement élevée, parce que ce média a en fait un facteur de visibilité qui est absolument exceptionnel. Et je vais revenir un petit peu à la suite, comment en fait on a eu ce média Brut. On a eu, par contre, sur le plan en fait, de la perception de notre action quant aux missions du CNRS et des scientifiques, quelques retours que je vous représente ici. D'abord, effectivement, un retour qu'on a pu capter sur France Inter dans la chronique de Camille Croissnier le 30 juin 2020, où en fait, il a été dit que le monde de la science s'est retroussé les manches en gérant en plus des recherches la communication et la vulgarisation, et que le CNRS, par exemple, a créé la chaîne Diffusion la science, pas le virus sur YouTube. Une autre opération faite par l'INSERM était ensuite citée. Et en fait, on a aussi également une citation dans le rapport du comité d'éthique du CNRS, la COMET, donc sur la communication scientifique en situation de crise sanitaire, profusion, richesse et dérive, que nombre d'articles, podcasts, vidéos ont été diffusés, citant la web-série Diffusion la science, pas le virus. Et au final, on a eu également en fait la région qui s'est intéressée à l'initiative et qui, bien sûr, la région, en fait, en l'occurrence ici, c'est le président de la région, Renaud Migelet, se l'est un tout petit peu approprié également en disant c'est vraiment très chouette d'avoir une région aussi dynamique. Et donc, maintenant, en fait, ce que j'ai envie de discuter dans la partie finale de mon exposé, c'est vraiment en fait sur cette histoire de la visibilité de l'initiative, quel est l'impact de l'institution. Donc, l'impact de l'institution, il est évidemment indiscutable. Il est essentiellement en fait donné par cet accès à la chaîne YouTube du CNRS, qui est son canal le plus puissant de visibilité et qui nous a également, et ça c'est très important, donné un label de qualité sans lequel notre initiative n'aurait pas eu la crédibilité nécessaire. En gros, je veux dire, si vous regardiez et vous collectiez en fait l'ensemble des commentaires qui étaient émis sur la chaîne YouTube, le fait que le CNRS ait posé son label sur la série était central en fait à l'acceptation et même en fait aux commentaires positifs. Il était également central pour nous protéger des commentaires négatifs, puisque du coup c'était le CNRS qui en prenait plein les dents si les gens qui visionnaient les capsules, et ça je me rappelle vraiment de débats houleux lors de l'hydroxychloroquine, n'appréciaient pas le contenu. Mais après, en fait, il y a eu un choix que j'appelle ici un choix de non-revendication. Et donc, en fait, je vous donne un petit peu ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin de la série, en fait, nous avions connecté la direction de la communication en leur écrivant que nous souhaitions réaliser une ultime capsule qui reprendrait la philosophie du projet et en dresse un bilan. Et en fait, elle serait structurée en fait, de la manière suivante. Nous présenterons notre objectif, nous présenterons une synthèse des retours qu'on avait obtenus, nous présenterions le bilan qu'on en fait sur la question de la production scientifique par rapport aux débats sociétaux et certainement les limites, la nature des sources, leur obsolescence, les raccourcis et peut-être en fait des perspectives qui pourraient émerger en fait de cette opération. Et là, la réponse du CNRS, je vous la présente ici, c'est que la DIRCOM n'a pas voulu s'engager dans la publication d'une analyse et de ce qu'elle a considéré être une justification. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on soit compris sur ce point parce qu'il s'agissait non pas d'une justification, mais véritablement de ce qu'on pensait être une explication des moteurs sous-jacents à cette initiative et à sa philosophie. Et donc, là, ça m'amène en fait à traiter d'un dernier aspect qui a été que donc finalement en fait ce traitement en fait de la visibilité de l'opération, on va dire post-publication. Finalement, il a été délégué à une autre institution, cette fois-ci qui est une institution d'intérêt privé, qui est la Fondation Bettencourt-Schoeller. Donc, parce que en fait, le CNRS m'avait proposé en fait de publier une newsletter donc sur l'opération, et cette newsletter, cette invitation, je ne l'ai jamais reçue.
comme j'avais très envie en fait de publier cette newsletter, j'ai moi-même contacté la Fondation Bettencourt-Schoeller pour leur présenter l'action. Et en fait, discernant un intérêt mutuel, la Fondation a ouvert un canal très puissant de communication qui a été à l'origine de l'intégralité de la couverture médiatique de l'opération. Donc, vous avez vu les articles La Provence, les articles bruts, tout ça, en fait, ça vient en fait du canal de la Fondation Bettencourt. Il n'y aurait pas eu en fait ce type de reconnaissance si la Fondation n'avait pas mis à disposition, on va dire, sa puissance de communication. Et ça lève quelque chose d'important parce que quelque part, en fait, ça crée finalement une appropriation en fait de certaines actions par une fondation qui est la Fondation Bettencourt, que je remercie vraiment particulièrement pour son travail, sans pour autant être naïf évidemment sur les moteurs qui en fait nous ont apporté ce soutien. Et à mon avis, qui est très visible à travers cette vidéo qu'ils ont fait qui s'appelle La science au temps du coronavirus. Donc là, en fait, je vous mets le son un petit peu pour que vous décerniez un peu le ton. Depuis le début de l'année 2020, nos vies sont bouleversées par un virus inconnu jusqu'ici, le SARS-CoV-2. Des femmes et des hommes, tous chercheurs, soutenus par la Fondation Bettencourt-Schoeller, se sont mobilisés dès les premières heures pour faire qu'un jour, nous puissions de nouveau respirer librement. Claire Viard, neuroscientifique. Voilà, c'est pas de toute façon, cette vidéo elle est consultable sur le site de la Fondation Bettencourt, mais vous avez compris la tonalité. En fait, ce sont des chercheurs qui sont maintenant soutenus par la Fondation Bettencourt. Et ce ne sont plus des chercheurs CNRS, ce ne sont plus des chercheurs INSERM. Et tous ces chercheurs-là, évidemment, étaient intéressés par cette plateforme parce qu'elle mettait en exergue, en fait, la visibilité, dire leurs actions. Et d'ailleurs, c'était une vidéo produite par Mathieu Vidard. Donc, le CNRS a d'ailleurs publié cette vidéo sur son site quand je lui ai transmis. Et donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en aval de cette initiative, ce fort contact avec la Fondation nous a ouvert l'accès à des médias dans lesquels nous avions publié des blogs sur des sujets d'actualité de la pandémie, sur lesquels nous avions un regard jugé intéressant. Et je n'aurais pas eu, en fait, autrement, d'autres moyens d'obtenir ces contacts. Donc, des contacts avec le Huffington Post, des contacts tentatifs avec Le Monde qui n'ont pas abouti. Mais je n'avais absolument, moi, aucune ressource pour aller vers ces contacts-là. Et c'est la Fondation Bettencourt qui nous les a ouverts. Et donc, en fait, quelle conclusion en fait, j'ai envie de vous faire à la sortie de cet exposé, puisque vous avez bien compris qu'il s'agit de faire une analyse en fait, des interactions avec l'institution et certainement pas de régler le moindre compte avec l'institution ou même avec la Fondation Bettencourt-Schoeller. Je les remercie d'ailleurs, ces deux institutions, en fait, du soutien général qu'ils ont apporté à notre opération. Mais je pense qu'en fait, Diffusion de la science peut être considérée comme une expérience pilote pour la construction commune d'un projet entre chercheurs et institutions. Et je dirais que l'institution a su détecter une initiative immédiate et lui donner l'écho nécessaire à son déploiement. Impossible de le faire sans l'institution, selon moi. Et le retour critique de l'institution a permis de consolider certains contenus, je vous l'ai vu à travers ces allers-retours qu'on a eu avec le CNRS. Et la publication par l'institution est un label de qualité nécessaire, je vous l'ai mis en gras, pour crédibiliser l'initiative. En revanche, la nature anxieuse de ce retour a gêné un rapport de conscience nécessaire à une véritable dynamique positive. Et on peut dire peut-être qu'à un moment donné, l'essoufflement de Diffusion de la science est aussi venu en fait, de ces interactions qui étaient complexes, qui étaient longues et qui étaient quelque part anxiogènes pour nous aussi, puisque chaque fois qu'on crée un contenu, on avait quand même un peu une angoisse de sa réception par l'institution. Et l'institution, donc, dans le dernier point, a fait le choix d'ouvrir un canal de diffusion sans revendiquer plus avant cette initiative. Et là, ça a créé un deuxième phénomène. Ce rôle, il a été repris par la Fondation, qui, en proposant plusieurs plateformes de visibilité et de communication, a occupé un espace que le CNRS aurait pu avoir. Et donc, je dirais que mes bilans là-dessus, mes recommandations, c'est qu'un engagement mutuel des auteurs et de l'institution autour d'une ambition commune pour l'image de la science, des scientifiques, des institutions et son reflet sur le grand public me semble nécessaire. Et une fois les règles de cette collaboration établies, il faudrait élaborer de nouvelles méthodes de diffusion permettant une visibilité véritablement accrue par rapport aux canaux existants. Et ça nécessitera bien plus que ce qui existe actuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas la simple utilisation des réseaux sociaux sur lesquels en fait, le CNRS n'a aucune emprise, puisque les canaux du CNRS ont des visibilités qui sont certes très très bonnes selon les critères académiques, mais qui sont absolument négligeables au regard en fait de critères d'influenceurs. Et donc du coup, peut-être là, il va falloir rentrer en fait dans des connexions entre institutions et médias, influenceurs, mais aussi lycées, écoles, associations, fondations et toutes possibles ramifications qui sont nécessaires, on va dire, à l'amplification de son information. Je pense personnellement que l'enjeu est de taille si la communauté scientifique désire lutter contre la désinformation avec une réelle efficacité. Et donc, je suis revenu en arrière, vraiment pour conclure,
Vraiment, c'est véritable cette image de la goutte d'eau à la mer, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement se mentir. En dépit du succès de l'initiative, sa portée, elle reste limitée. Et par comparaison, et on en a beaucoup parlé ce matin, une seule vidéo publiée sur le site de l'EHU fait en moyenne 3 millions de vues au cœur de la pandémie sur YouTube. Donc nous, on est très très loin de ce type de visibilité et on est très très loin de ce type d'impact. Donc je nous laisse sur ce constat sans pouvoir véritablement proposer de solution. Et j'en finis quand même pour vraiment utiliser cette opportunité pour remercier vraiment les acteurs qui ont été au cœur de cette initiative, évidemment le collectif Diffusion la Science, les personnels de la DIRCOM, avec qui j'ai vraiment une interaction très très riche et qui nous a vraiment permis en fait de nous soutenir pendant ces 2 mois. Inévitablement la Fondation Bettencourt-Schoeller, sans laquelle on n'aurait pas cette couverture médiatique, les experts qu'on a sollicités évidemment de façon souvent répétée au cours de l'opération, et la direction du projet, en particulier mon ami Yann Vacher, et la réalisation donc Jean-Raphaël Fantino par exemple, et Célia et Jackie pour le jingle que vous avez eu le plaisir d'entendre. Je vous remercie de votre attention.